Alors bonsoir à toutes et à tous. Je me présente pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Donc Valérie Marmin, j'ai 51 ans, je suis mariée, j'ai un fils de 16 ans et donc je suis domiciliée sur la commune de Montamisé. Alors pour commencer, voilà, je tiens à vous remercier de votre présence nombreux ce soir. Alors, lorsque Xavier Moignet m'a fait part de son souhait de m'avoir pour suppléante à ces élections législatives, j'avoue que je ne lui ai pas apporté une réponse immédiate. J'ai pris un temps de réflexion parce qu'il s'agit là tout de même d'un engagement qui est sérieux, qui ne doit pas être considéré comme secondaire ou accessoire, loin de là. Alors, en me sollicitant, il s'est adressé, je pense, à une citoyenne engagée qu'il connaît depuis longtemps et avec qui il savait qu'il pourrait travailler en toute confiance. Mais surtout, et je tiens à insister là-dessus, surtout, il a fait le choix de l'ouverture. Il a fait le choix d'une démarche progressiste. Il a fait le choix, à mon sens, de l'intelligence. Nous sommes confrontés à une mutation profonde du paysage politique. Tous les intervenants l'ont évoqué. Nos concitoyens ont montré durant ces longues semaines de campagne présidentielle leur souhait d'un modèle politique plus ouvert, plus transparent, affranchi des habituelles frontières imposées par notre système politique bipolaire français. Notre pays a à répondre à des enjeux majeurs. Alain Claes l'a dit, l'a rappelé, l'Europe, la transition écologique, entre autres. Il en va de notre responsabilité d'élus, de s'émanciper des clivages, de certains clivages, dans le respect des valeurs, bien sûr, dans le respect de nos valeurs de justice sociale, d'humanisme, de solidarité que nous portons. Alors pour ma part, je suis engagée au sein de l'Union des démocrates et écologistes, depuis sa création. Je crois à une social-démocratie moderne, qui soit portée par des hommes et des femmes qui ont la volonté de travailler ensemble, au bien de notre pays. C'est essentiellement pour cette raison que j'ai accepté d'accompagner Xavier Moignet dans cette aventure. Je crois que nous portons ensemble un regard complémentaire sur les évolutions de notre société, sur les grands défis à relever, sur la nécessité de réformer la manière de faire de la politique et lui redonner, autant que faire se peut, ses lettres de noblesse. Alors, comme je vous l'ai dit, je considère que cet engagement auprès de Xavier est une responsabilité importante. Alors, le suppléant de député, comme celui de sénateur, d'ailleurs, ne dispose d'aucun statut. Alors effectivement, on a un code électoral qui dit très clairement que le suppléant n'a pas d'autre raison d'être que de remplacer le député titulaire s'il advenait qu'il devienne empêché. Donc en fait, le suppléant, il se trouve quand même cantonné à un rôle, disons, protocolaire, puisqu'il s'avère être très présent sur l'ensemble du territoire de la circonscription pour représenter le député élu. Et donc, on pourrait penser qu'il s'agit d'un rôle, un rôle qui pourrait paraître ingrat, eu égard à l'investissement exigé. Alors en même temps, je trouve que ce vide statutaire autorise quand même une certaine liberté. Et je considère qu'il appartient à chacune, à chacun, de façonner le rôle qu'il entend jouer dans le costume qui est le sien, moi en l'occurrence le costume de suppléante. Donc c'est une raison de plus qui m'a conduit à accepter la proposition de Xavier. J'y ai vu là une occasion de porter au plus haut des sujets qui me tiennent particulièrement à cœur, d'influer directement auprès du député pour faire progresser des idées que je crois nécessaire de porter au plus haut. Alors évidemment pas seul, ce travail-là, il part aussi du terrain. Je pense que c'est un travail qu'on doit faire collectivement avec les citoyens. Alors évidemment, les sujets sur lesquels moi je m'engagerai, je ne vais pas faire un inventaire à l'après-vert. Je sais que Xavier vous exposera dans quelques instants les grands sujets phares de son programme. J'essaierai de le seconder efficacement sur les questions auxquelles j'entends apporter ma contribution. Ce sera le cas, par exemple, du handicap. Malgré effectivement la loi handicap, on voit que les progrès ne sont vraiment que très modestes sur ce sujet-là. Également la question du vieillissement, de la bienveillance à l'égard de nos aînés, en particulier lorsque la dépendance arrive. Je
Je pense qu'il faut sortir de système de prise en charge de nos aînés, de laisser la prise en charge de nos aînés au secteur privé. Je trouve ça absolument inadmissible que les personnes, nos aînés qui ont les moyens, qui ont l'argent, puissent bénéficier de structures où ils ont les meilleurs soins, la meilleure attention possible, et que ceux qui n'ont pas les moyens de pouvoir aller dans ces structures-là, eh bien, soient laissés quand même un peu à l'abandon. Enfin, c'est en tout cas comme ça que je vois les choses. Donc, ça, c'est un sujet sur lequel j'aimerais travailler. Il y en a plein d'autres, mais il y a quand même un sujet sur lequel je me mobiliserai plus particulièrement. Je mobiliserai mon énergie, c'est celui de la transition écologique et énergétique. Ça, c'est un sujet sur lequel je combattrai sans relâche. Bon, c'est un vaste sujet qui est passionnant parce qu'il impacte très largement. En fait, il nous impacte tous dans notre quotidien et il joue un rôle crucial dans notre avenir. Donc ça, je proposerai à Xavier d'aborder ce sujet par différentes entrées. Je vous en cite quelques-unes. La lutte contre la surexploitation de nos ressources naturelles et la lutte contre la destruction de nos écosystèmes, la préservation de notre santé, la qualité et la sécurité de notre alimentation, la condition animale. Moi, il me semble qu'aujourd'hui, le besoin d'une écologie pragmatique a supplanté celui d'une écologie idéologique. Je crois que chacune, on a une conscience croissante de la nécessité d'une politique environnementale qui soit intégrée dans toutes les mesures et les dispositifs mis en place. J'ai pris un exemple, alors pas tout à fait par hasard. C'est un sujet dont on n'a pas beaucoup entendu parler pendant la campagne. Par certains, oui, par d'autres, non. Et je crois que là, on aura un rôle particulièrement important à jouer. C'est la condition animale. En 2012, par exemple, on avait 29% des électeurs qui jugeaient que la manière d'aborder cette question par les candidats influencerait leur bulletin de vote. Donc 29% en 2012. En 2017, suite à un nouveau sondage, IFOP, ils sont 40%. Par ailleurs, ce sondage fait apparaître que 72% des électeurs inscrits souhaitent que les candidats s'engagent, donc 72%, ils souhaitent que les candidats s'engagent sur des mesures concrètes en matière de protection animale. Donc, vous voyez que c'est un sujet, quelle que soit l'opinion que l'on peut en avoir, qui pèse quand même de manière importante sur le débat public et qui nécessitera qu'on le prenne à bras-le-corps. Pour ma part, je m'engage fermement devant vous ce soir. J'aurai à cœur également de travailler sur un sujet tel que l'alimentation. C'est un sujet qu'on retrouve souvent dans les conversations. Les Français sont de plus en plus exigeants sur la qualité, la sécurité des aliments qu'ils consomment. On est de plus en plus nombreux à consommer des produits issus de l'agriculture biologique ou des circuits courts. Donc ça, par exemple, l'agriculture biologique, la consommation a augmenté de 15% entre 2015-2016 et de 20% entre 2016-2017. Donc il faut regarder la réalité en face. Il faut tenir compte de l'évolution de notre modèle de consommation pour accompagner au mieux nos agriculteurs dans cette transition et leur permettre de vivre dignement de leur travail. Ça, je crois que c'est très important, tout en veillant évidemment à ne pas opposer l'agriculture bio à l'agriculture conventionnelle. Mais je crois que c'est un véritable sujet de société auquel il faut s'atteler. Alors ça, voilà, ce sont des exemples pour illustrer l'engagement que je compte avoir aux côtés de Xavier, qui ne sont pas exclusifs, vous l'avez compris. Alors je vais pas être plus longue. Je tiens quand même, pour conclure mon propos, à vous remercier, vous public, qui êtes présents, à remercier l'ensemble de celles et ceux qui nous accorderont leur confiance, toutes celles et ceux qui travaillent à nos côtés depuis de longues semaines déjà et sans qui la campagne serait tout de suite beaucoup plus difficile. Et je remercie également les personnalités qui nous ont fait l'honneur de nous accompagner ce soir, ou dans la salle, ou ici près de moi, et en particulier Alain Claes, auquel nous aurons la grande responsabilité de succéder si nous sommes élus. Et bien entendu, je tiens à adresser des remerciements publics tout particuliers à Xavier Moignet pour la confiance qu'il m'a accordée. Alors je terminerai sur une note d'espoir, avec une phrase prononcée il y a peu par Gilles Casanova, qui est secrétaire général adjoint de l'UDE, et qui illustre tout à fait mon état d'esprit et celui de Xavier. Alors Gilles disait très récemment:
La gauche du réel ne peut l'emporter que si elle donne un espoir à la gauche de l'idéal. Nous sommes nombreux ici à nourrir ce rêve d'une société respectueuse, humaniste et fraternelle. Alain Claes l'a développé assez longuement. Alors moi, ce que je vous propose, c'est que nous fassions en sorte qu'ensemble, il devienne réalité. Je vous remercie. Bien, notre candidat, Xavier Moignet. J'ai écrit le texte très gros, mais par sécurité, je prends mes lunettes. Conseil d'une personne bienveillante qui m'accompagne depuis quelques années maintenant. Hein. Elle m'a dit qu'il faut te résigner quand même à prévoir des lunettes au cas où. Chers amis, chers camarades, alors vous dire d'abord mon émotion. Ce soir, nous y voilà. Enfin, nous y voilà à ce commencement de campagne. Hein. Les enfants disent pour de vrai. On y est pour de vrai parce qu'effectivement, je voulais saluer également Vincent Chenu qui m'accompagne et qui aura la lourde tâche, qui découvre d'ailleurs la difficulté d'être directeur de campagne. Hein. On arpente et on arpente et on arpente depuis le mois de décembre parce que rien ne nous arrête. Donc je suis ravi de vous retrouver pour ce lancement de campagne. Je suis heureux et honoré surtout de voir que finalement vous êtes nombreux ce soir. Merci de votre présence. Je voudrais aussi remercier tous ceux et celles qui sont absents pour différentes raisons. Les gens qui malheureusement pour des raisons de santé ne peuvent pas être là. Des amis qui m'ont dit on pensera à toi mais on sera un peu loin. Des amis proches comme Bernadette. Hein. Bernadette n'est plus députée européenne mais Bernadette elle ne peut pas s'empêcher de visiter l'Europe. Donc elle est toujours, effectivement, ici j'oserais dire en vadrouille, hein, et de façon tout à fait bénévole. Elle fait un certain nombre de conférences. Je crois que pour quelques semaines, elle a pris pied en Espagne. Sûrement, oui. Je voudrais également, évidemment, ici remercier Alain Claes, qui nous a représentés, effectivement, à l'Assemblée nationale, comme vous le savez, hein, depuis 4 mandats. Je voudrais surtout saluer avec force le travail qu'il a fait, notamment sur un certain nombre de sujets qui me sont chers. Moi, en tant qu'universitaire, en tant qu'enseignant-chercheur, je sais le travail qu'Alain a fait pour l'université, l'enseignement supérieur, pour la recherche. J'ai été de ceux qui étaient impatients d'avoir dans ses connaissances quelqu'un de proche, et j'aurais eu beaucoup de plaisir à l'avoir comme ministre de l'enseignement supérieur. Mais un vrai ministre, un ministre qui fait le job. Parce que l'enseignement supérieur, ce n'est pas rien en France aujourd'hui. On accueille les jeunes étudiants, hein, qui sont quelquefois un peu, comment dirais-je, un peu coquins. Moi, je pense que c'est important, l'enseignement supérieur. Je pense qu'Alain, effectivement, était la personne qu'il nous fallait. Aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle une massification de l'enseignement supérieur. Ça veut dire qu'on va accueillir énormément, et encore plus encore, tous ces enfants de la République qui trouvent ici un enseignement de qualité. Dans certaines filières, et à Poitiers notamment, moi je le dis, nous avons de l'enseignement de grande qualité. Vous savez que nous avons des filières ici hein, qui sont reconnues nationalement et internationalement. Les étudiants qui viennent à Poitiers, ces enfants de la République, ils viennent à Poitiers pour un coût tout à fait modique, pour plusieurs raisons. D'abord parce que les frais d'inscription, on n'est pas aux États-Unis. Hein. Là où vous paierez 15 ou 20 000 euros effectivement pour faire des études, en France, les frais d'inscription tournent autour de 200 euros pour les premiers cycles. Vous dire également que c'est un plaisir pour les étudiants et les familles de venir à Poitiers parce que les logements, monsieur le maire, je vous le dis, mesdames, messieurs les élus de Poitiers, je vous le dis, on fait des études et on se rend compte que le logement est accessible à Poitiers. On fait en sorte qu'effectivement les étudiants puissent trouver à se loger de façon tout à fait correcte et à des prix très raisonnables. Mon cher Alain, je voudrais aussi te dire que tu sais également l'attachement et l'implication que nous avons eue mutuellement à travailler sur un sujet qui était le sujet de la fin de vie. Puisque, comme vous le savez, Alain Claes a beaucoup consulté. Et au-delà, effectivement, des différences des uns et des autres, on a eu ce travail de fond sur ce texte de la fin de vie, qui nous touche directement, ou pas d'ailleurs, mais qui de toute façon, à un moment ou à un autre, va nous questionner. Nous sommes de passage ici. Alain, ce soir, tu passes un témoin. Je sais que nous sommes effectivement ici heureux d'être présents, mais nous avons ici un député, il faut le dire, hein, ce député qui a réussi à rassembler pour faire effectivement, alors peut-être pas la loi que
qui irait aussi loin que certaines le pensent. Moi, je pense que c'est une loi qui, aujourd'hui, quand même, nous permet d'espérer pour l'avenir. Peut-être que nous ferons plus demain, mais je crois qu'à l'instant où cette loi a été effectivement votée à l'unanimité des parlementaires, je crois que rien que pour ça, moi, je suis fier, en tout cas, d'être le candidat qui pourrait demain succéder à M. Alain Claës, député, maire de Poitiers. Je vous demande de l'applaudir encore une fois. Mes chers amis, je voudrais aussi saluer Guy Andreau. Donc vous avez compris, hein, c'est mon tuteur. Hein. Bon, pour tout vous dire, Alain est aussi, connaît bien mon numéro de téléphone. Et quand ça ne va pas, il sait me le dire. Donc Guy Andreau, je le connais bien, c'est un ami très proche. Hein. Guy, c'est quelqu'un que je connais bien. D'abord, il est de très bon conseil. Hein. J'ai été conseiller général et on a fait énormément de travail, notamment sur l'insertion, sur un certain nombre de projets que nous avons portés. Et Guy Andreau a été quand même la personne qui m'a remis les insignes, effectivement, les palmes académiques. Ça peut paraître dérisoire pour vous, les palmes académiques. Moi, je suis un enfant de la République, je suis un enfant de nulle part. Moi, vous savez, 100 ans plus tôt, je n'étais personne. L'école, ce n'était pas pour moi. L'enseignement supérieur, ce n'était pas pour moi. J'étais attaché à cette récompense et j'avais demandé à Guy de me remettre ces palmes académiques, que le président de l'université, absent, mais que je voudrais saluer, puisque vous savez que notre président de l'université est quand même menacé de mort par les extrémistes que nous combattons. Monsieur le Président avait fait en sorte que je reçoive ces palmes académiques et avait accepté bien volontiers que ce soit Guy Andreau. Donc Guy Andreau, je te remercie en tout cas de ta présence. Je sais ton soutien indéfectible. Nous étions encore effectivement ce 8 mai ensemble. Je voulais être avec vous ce soir. Je voulais que tu sois avec nous. Je sais aussi que nous avons des personnes de Savigny-Levesco qui sont présentes. C'est un engagement du quotidien d'être maire. C'est un engagement aussi du quotidien d'être militant associatif. Donc merci en tout cas, ils se reconnaîtront les uns et les autres. Moi, je serai toujours à vos côtés, quelle que soit ma place dans cette société. Je voulais aussi saluer Bernadette. Alors Bernadette, elle est coquine aussi, parce qu'elle me dit « Ah, mais je ne serai pas là ce soir ». Je dis « Mais Bernadette, qu'est-ce que tu fais ? Le voyage forme la jeunesse, arrête un peu, repose-toi ». Donc Bernadette n'est pas là, mais vous savez le travail qu'elle a fait, effectivement. Bernadette, notre députée européenne, sacrée Bernadette. Sacrée Bernadette, c'est un travail remarquable. Mais moi, je suis un enfant de l'Europe parce que je suis un enfant de la paix. Enfant de la paix, de la réconciliation. Vous savez, moi, ma famille a été éprouvée pendant la guerre, salement éprouvée. Et mes parents ont fait en sorte que j'apprenne l'allemand. C'est étonnant. Vous imaginez ? C'est étonnant. Finalement, ce n'est pas de la repentance, c'est simplement du pardon. Et puis probablement de l'intelligence que j'ignorais à l'époque, parce que j'étais petit, moi. Parce qu'effectivement, l'Europe, c'est la conciliation, c'est aussi le pardon. Moi, j'ai été élevé, effectivement, dans une famille où on savait pardonner, et puis aussi on savait progresser. Donc moi, je suis très fier que cette Europe se construise. Je voulais également vous dire, mes chers amis, que j'ai conscience de la situation particulière aujourd'hui. Je veux parler notamment des élections présidentielles. Les uns les autres, vous savez, mes chers amis, mes chers camarades, chers élus, vous en avez touché quelques mots. Ce n'est pas rien pour quelqu'un de mon âge de se dire que par 2 fois, le Front National, effectivement, a été au 2e tour des élections présidentielles. Ce n'est pas rien pour moi, qui effectivement a été un militant des SOS Racisme. J'étais lycéen. Ce n'est pas rien pour moi de me dire que par 2 fois, nous avons effectivement échappé au pire. Vous vous en doutez, moi je n'accuse pas ces 11 millions de Français qui, évidemment, ici, ne sont de toute évidence pas d'extrême droite. Je comprends qu'effectivement, il est temps d'aller parler à ces personnes, d'aller renouer effectivement un lien qui s'est peut-être rompu. Je suis résolument optimiste. Je crois qu'effectivement, nous devons nous adresser notamment à ces classes populaires, à ces personnes que l'on a rencontrées sur le terrain, quelques tractages sur des marchés, où on a vu que finalement, ce n'était pas forcément la haine de l'autre qui faisait que ces gens avaient envie de voter pour le Front National et pour Mme Le Pen. C'est ce sentiment de déclassement, d'être un peu oublié. Vous savez, ces gens qui sont sur le bord de la route, pour lesquels on a guère d'attention. Et je pense que si on est en capacité de renouer le dialogue avec ces personnes, je crois que demain, nous pouvons effectivement les ramener à nous et leur faire comprendre que la République, c'est la seule issue possible, c'est finalement rassembler et vivre ensemble. Au soir des élections présidentielles, et notamment au premier tour des élections présidentielles, j'étais un des premiers. Nous avons été, je crois,
très clair. Nous avons effectivement appelé à faire barrage au Front National, et je n'ai évidemment ici, sans aucune ambiguïté, appelé à voter Emmanuel Macron, même si je ne suis pas en marge. Je voudrais vous dire aujourd'hui que la tâche est rude et difficile. Avec Valérie, il faut que nous arrivions aujourd'hui à reconstruire ce qu'on appelle une conscience politique. Adrien l'a évoqué, il y a quelques jeunes dans la salle. On a toujours plus jeunes que soi, hein. Des jeunes, des moins jeunes. Je suis assez heureux et un peu ému d'ailleurs de vous dire qu'il y a quelques étudiants à moi qui sont là ce soir. Je suis surpris, pas surpris de leur présence, je suis surpris finalement de cet engagement que souvent on ne perçoit plus. La jeunesse, elle n'est pas désespérée, la jeunesse, elle est engagée. Simplement, elle ne s'engage peut-être pas comme nous on l'a fait quand on était étudiant, hein. Il y a vraiment une espèce de solidarité, d'engagement militant. Je suis heureux de constater, Adrien, qu'un certain nombre de collègues à toi, mais d'étudiants à moi sont présents ce soir. Ça a du sens. Ça veut dire que finalement, on peut être aussi bienveillant et que, malgré, comme tu dis, on n'est pas toujours... L'enseignant est l'enseignant et l'étudiant est l'étudiant. Moi, c'est très clair dans mon cours, hein. On copine pas. Par contre, on est toujours respectueux et bienveillant et ça marche dans les deux sens. Vous le voyez bien, cette législative, elle va être très très particulière. Pourquoi? Parce que quand on a voté, et j'imagine qu'on est nombreux à avoir voté Jacques Chirac en 2002, Jacques Chirac avait cette capacité ici à rassembler son camp parce qu'il disposait d'un parti. Aujourd'hui, on a vraiment quelque chose de très nouveau. C'est qu'Emmanuel Macron, président, n'a pas évidemment ici de majorité qui se dégage très clairement. Pourquoi? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, les Français ont exprimé des inquiétudes. Les Français ont estimé qu'il fallait donner clairement ici une majorité au président de la République, mais tout reste à faire. Tout reste à faire parce qu'on ne peut pas imaginer cette majorité flottante, tantôt à droite, tantôt à gauche. Moi, je suis désolé. Je suis effectivement conscient qu'il y a un certain nombre de choses que nous pourrions voter aujourd'hui. Et moi, je suis socialiste, et je sais pourquoi je suis socialiste. Parce que petit, j'ai été éduqué, et parce que petit, je n'ai jamais confondu ma main droite de ma main gauche. C'est ça, être socialiste. J'ai dit, ici, dans cette même salle, je crois, on est souvent de droite pour soi, on est toujours de gauche pour les autres. Gardez ça en mémoire, moi, c'est ce qui fait mon chemin, hein. Je suis de gauche pour les autres. Vous dire également que demain, effectivement, nous avons, avec Valérie, à travailler pour les citoyens, parce que je crois, Alain, tu l'as dit, on ne doit pas oublier le citoyen parce que finalement, la loi est faite pour les citoyens. Nous devons effectivement travailler pour les citoyens, pour améliorer la vie des Français. Notre slogan, c'est notre avenir, nos territoires. Ce n'est pas qu'un slogan, c'est une vérité. On doit travailler aujourd'hui pour les territoires qui sont les nôtres. Moi, je suis très attaché à ces territoires. Je vais également vous parler ce soir de mes engagements de gauche que je porte et que je défends. Je suis de gauche, il m'arrive quelquefois de râler. Mais je suis aussi de gauche parce que je voudrais savoir, pour nos enfants notamment, pour ceux qui vont effectivement nous suivre, de quel monde nous voulons demain. Je suis un progressiste parce que je crois qu'il est nécessaire que nous ayons effectivement en France une éducation à la hauteur des réalités de notre monde. Je suis un progressiste parce que je crois qu'il faut défendre effectivement cette société solidaire envers les personnes âgées. Je suis aussi progressiste parce que je crois qu'il nous faut effectivement réviser ici notre point de vue sur les seniors qui sont souvent des gens actifs. Je voudrais aussi vous dire que je suis progressiste parce que je crois en l'action publique envers les jeunes, envers les adolescents et les jeunes actifs. Cette jeunesse a besoin effectivement qu'on lui apporte du soutien, mais je voudrais vous dire ce soir que cette jeunesse, elle a surtout besoin de confiance. Tous les jours, je le vois, moi, ça. Vous dire également qu'il faut arrêter cette société du cloisonnement, cette société qui s'oppose. La première des responsabilités ce soir, mon cher Alain, mes chers amis, c'est effectivement de mettre en adéquation nos paroles et nos actes. Vous l'avez entendu, je suis très attentif à la santé et au handicap. La santé n'est pas négociable. Je ne peux, moi, en tant qu'ancien vice-président, accepter qu'un certain nombre de nos étudiants n'aient pas accès aux soins faute de moyens financiers. Je ne peux pas, moi, en tant qu'ancien conseiller général, voir qu'un certain nombre de familles se privent de soins parce qu'il y a des déserts médicaux, parce qu'il n'est plus possible d'avoir rendez-vous chez un dentiste, chez un médecin, un kinésithérapeute.
Et pire encore, je ne peux accepter cette double peine. La double peine qui fait que parce que vous êtes malade et que vous n'avez pas de moyens et que vous vivez en milieu rural, vous n'avez pas les moyens de vous déplacer. Ne pas se déplacer, c'est ne pas se soigner. Je voudrais également avoir une attention toute particulière, effectivement ici, sur la capacité qu'a le député à proposer des lois. Pour ma part, je m'y suis engagé, j'ai fait la promesse, à un certain nombre d'entre vous, de défendre ici une proposition de loi que j'ai appelée un fonds d'aide d'urgence pour les familles touchées par le handicap, parce que je ne peux accepter que des familles qui, soudainement, se voient confrontées à cette difficulté d'accident de la vie, qu'on appelle évidemment pudiquement les accidents de la vie, faute de moyens, ne puissent pas effectivement réagir vite. Je voudrais vous dire également que je suis sensible à l'emploi. J'enseigne dans une faculté de sciences économiques et de gestion. Nous avons quelque chose de formidable ici dans cette circonscription, un trésor incroyable. La circonscription a cette particularité qu'effectivement ici, c'est là où il y a évidemment le plus d'emplois dans le département de la Vienne. Je crois qu'il faut aller à la rencontre des entrepreneurs, des porteurs de projets, des créateurs d'emplois. Mais je crois aussi qu'il faut dire stop. Stop aux emplois précaires sous-payés. Stop aux salariés interchangeables et corvéables. Je voudrais que nous remettions au centre de nos valeurs les marqueurs de gauche, effectivement, qui me guident, le dialogue social. Moi, je suis très sensible au dialogue social. Il n'y a pas de bonne loi si cette loi n'a pas été négociée. Vous dire également que je suis scandalisé qu'un certain nombre de grands groupes internationaux ne soient pas soumis à l'imposition, mais gavent les actionnaires de bénéfices. C'est quelque chose qui me révolte. Je voudrais aussi vous dire que nous devons impérativement ici parler d'éducation, de sécurité, de ruralité, des politiques du logement. Adrien, tu l'as dit, mais comment pouvons-nous accepter au XXIe siècle de supporter que des gens dorment encore dehors en France ? Je voudrais vous dire également et citer une phrase d'Henri Emmanuelli. Je voudrais vous parler des services publics. Henri Emmanuelli disait « Je pourrais vous parler des services publics, patrimoine de ceux qui n'en ont pas. » Eh oui. Ce soir, mes chers amis, mes chers camarades, je voudrais partager avec vous mes convictions, nos convictions, qui nous animent, les valeurs que je veux défendre à vos côtés durant cette campagne et durant les 5 années qui vont venir. Il ne vous a pas échappé que ce soir, nous sommes le 10 mai 1981, que François Mitterrand a été élu président de la République. Pas ce soir, mais en 81. Moi, j'ai souvenir assez précis de cette cité où j'habitais, qui était en liesse, ce soir-là. J'ai vu mes parents pour la première fois sortir et faire la fête dans la rue. Je peux vous dire que mes parents, ce n'étaient pas des gens qui faisaient la fête dans la rue. Il y avait cette espèce de soulagement, de victoire, de revanche, de ces gens qui travaillaient, de ces gens de gauche qui se disaient « Enfin, la gauche est au pouvoir et nous allons pouvoir changer le monde ». J'ai cet espoir effectivement ému des premières ébauches de la décentralisation, de l'école pour tous, de la culture, des droits des femmes. Depuis 1981, regardez le chemin parcouru pour le droit des femmes et bien d'autres sujets encore. J'ai aussi ce souvenir très particulier d'une rencontre avec Robert Badinter, notre camarade Robert Badinter, qui est venu à l'université de Poitiers remettre des diplômes à nos étudiants, qui a permis l'abolition de la peine de mort. La peine de mort, c'est une idée, effectivement, qui m'effraie. Qui a le droit de choisir la mort de l'autre ? Moi, je suis un humaniste de gauche, mais je sais qu'il y a aussi des humanistes de droite qui ne peuvent se résigner à tuer l'autre. Ce n'est pas dans ma culture, ce n'est pas dans mes pratiques. La justice est faite pour juger, est faite pour punir. La justice, elle n'est pas faite pour tuer. Mes chers camarades, évidemment, ce soir, il nous faut retrouver le courage des convictions, la volonté de construire un monde plus solidaire, plus juste. Alors, mes chers amis, allons ensemble, dans le mois qui vient, nous mobiliser pour cela, pour la liberté, pour l'égalité, pour la fraternité, pour donner à notre pays la chance de retrouver une majorité de gauche à l'Assemblée nationale. Mesdames, Messieurs, je vous dis, vive la République et vive la France.